avec un S à sport. Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission d'Avec un S à Sport, avec ce soir un invité de marque. Ce soir, Frédéric Siovo, plus appelé communément Fred Siovo, voilà, parce que Frédéric il n'aime pas trop. Fred Siovo, effectivement, je le vois sourire. Directeur. C'est un très beau prénom, Fabrice. Frédéric ? Oui, c'est le nom de ma maman et je fais la fête des mamans en retard. Ouais, tu vois, j'ai bien fait. Je te remercie de me comparer à ta mère. Tu vois, j'ai bien fait de dire ça. Commence bien. Non, mais elle, c'est QE. Frédéric, c'est avec un C, j'imagine. Directeur sportif du Cucobia Rugby. Salut Fred, comment vas-tu ? Très bien, merci de l'invitation. Je suis content d'être avec vous. Et oui, Frédéric, ça me fait sourire parce que ça reste, surtout au niveau scolaire, c'est que chaque fois que j'entendais Frédéric crier, c'est que bon, j'allais en prendre une juste derrière, donc je préfère Fred. Tu me l'as dit juste avant, en plus, tu vois, j'ai même pas fait exprès. Mais bon, j'étais parti dans mon truc et puis ça a permis à Maxime de parler de sa maman. Donc voilà. C'est ça. Ça va un peu l'amadouer, comme le PSG. Enfin bref, on va en reparler après. Le retour de Floriane Begon. Salut Floriane, comment vas-tu ? Salut, ça va et toi ? Eh ben écoute, ça va bien. Je sais que toi aussi, tu as le cœur bleu et blanc. Eh oui. C'est pas trop compliqué en ce moment On a un peu sorti la boîte de mouchoirs. On va dire qu'on va se consoler en disant que c'était une équipe française qui a gagné. Ouais. Voilà. Et ne pas écouter la chanson de Johnny Hallyday, Gabriel, hein, parce que... Enfin bref. Bon Maxime, alors Maxime, j'ai beaucoup pensé à toi parce que non seulement samedi soir, le PSG est champion d'Europe, à jamais les premiers. Eh oui, Une deuxième fois. tout à fait. Le back-to-back, Fabrice. Et ouais, ils ont piqué le slogan à l'Olympique de Marseille. Et puis la SM Clermont-Auvergne qui a fait une sacrée performance hier contre le Racing 92. Tout à fait. Pour en revenir au PSG, écoute, franchement, c'est mérité. Ils ont dominé de la tête et des épaules cette Ligue des Champions. Ils ont une équipe formidable, construite sur un immense collectif. Luis Enrique avec ce grand entraîneur. Et à jamais les premiers, c'est logique. Ils ont été chambrés pendant des années par les Marseillais. Et ils les chambrent. C'est la dure loi du sport, Fabrice. Est-ce que Luis Enrique pourrait pas, je suis très sérieux, pourrait pas donner un conseil à Christophe Furios, par exemple ? Parce que ça se fait, ça... Entre chaque sport, je sais pas, moi, peut-être sur l'aspect mental. Fred, t'en penses quoi ? Est-ce qu'un grand entraîneur d'un sport différent du rugby pourrait peut-être filer un coup de main à un entraîneur qui est un peu dans le dur en ce moment ? Alors, je ne sais pas si Christophe Furios est dans le dur, mais... Moi, je pense que si, mais... mais ça s'est fait, ça se fait, et ça s'est fait. Onesta, quand même, est un monsieur qui a écrit des livres où tout le monde devrait s'y intéresser dans le sport parce qu'il a des clés qui sont vachement intéressantes sur la composition des équipes, sur les sélections des joueurs et sur la façon de les manager. Il a un palmarès qui parle pour lui aussi. Surtout qu'il a pris un sport mineur à un moment donné et qu'il l'a amené au plus haut du sport mondial. Est-ce que c'est pas le coach avec un des plus beaux palmarès au monde ? Pas loin, à mon avis. Il doit se battre avec peu de gens, mais... non, mais sûrement. Déjà, entre les JO et les championnats du monde, c'est sûr. C'est ça. Puis c'est surtout la façon dont il manage les mecs, c'est les trucs qu'il fait, la confiance. C'est le dernier championnat du monde là, qu'il fait avec Onesta. Ouais. Quand Onesta passe complètement au travers, il dit « je m'en fous, c'est lui que je veux ». Parce que c'est lui qui va nous faire gagner, c'est lui qui fait gagner. Quoi. Ouais. Oui. C'est quand même incroyable. Quoi. Ouais, c'est fort. Bon, Fred, on revient parce que je sais que mon petit doigt m'a dit que tu étais un éducateur hors pair, un très bon éducateur. Et parce que moi, je te connais bien. Ton petit doigt, ça serait pas ton fils ? Si. Mon petit doigt s'appelle Johan Connor, ouais, effectivement. Donc, on lui fait un gros bisou. On apprend enfin l'identité de ton petit doigt, Fabrice. Ça fait longtemps que t'en parles, on ne savait pas qui c'était. Voilà. Bon, Fred, donc directeur sportif du Cucobia Rugby, mais pas que. Tu es entraîneur aussi Oui, alors cette année, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une rupture conventionnelle avec la SM en septembre. Elle a pris effet en septembre 2024. D'accord. À partir de là, donc du coup, moi, je ne savais pas trop où aller. J'avais des propositions avec des clubs professionnels, mais il aurait fallu que j'y aille très tôt, au mois de juillet ou au mois d'août, donc je perdais ce que je pouvais gagner avec la rupture conventionnelle, donc je n'ai pas accepté. Ouais. Et après, on m'a proposé, j'ai eu plusieurs clubs de la région qui sont venus me voir. Et Le Puy aussi, non ? T'avais pas... Alors j'ai fait l'année dernière, justement. D'accord. Et le seul... le projet sportif qui était vraiment intéressant, mais c'était que du sportif, c'est-à-dire que ça parlait même pas d'argent, c'était le CUC, sur le fonctionnement et sur ce qu'il voulait faire. C'était très très intéressant, donc moi ça m'a plu. Donc j'ai été avec le CUC. Et puis après, j'ai un collègue qui s'appelle Sam Cherouk. Le Puy le Puy avait des problèmes avec, apparemment avec les avants, donc il m'avait demandé de venir. Mais moi, j'avais donné ma parole au CUC que je ne quitterais le club que si jamais j'avais du boulot. Ouais. Et en fait, c'était pas pour du boulot, c'était pour faire des missions
qui étaient les jours d'entraînement des cadets du CUC, donc j'ai refusé. Et après, ils ont changé les jours d'entraînement, donc je me suis occupé des avants du Puy et après des cadets du CUC. Et le projet était tellement bien que les gamins sont montés en national. Et à l'heure actuelle, ils jouent au plus haut niveau national que peut atteindre des équipes de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne touche pas le top 14 et la Pro D2, mais on est au plus haut niveau national sur les jeunes. Ah, c'est bien. Et avec des super résultats. Je vous l'ai dit vite fait, comme ça sera réglé. C'est bien, t'as bien fait. Vive le Cucobière. Ouais, moi je suis très content de ce club parce que c'est un truc de... Il n'y a pas beaucoup de moyens, mais ça se donne à fond. Il y a des éducateurs qui se donnent. On manque de dirigeants. Si ceux qui entendent, il y en a qui veulent venir nous aider en tant que bénévoles, avec plaisir. Mais tous les gens sont au taquet, tout le monde essaye de tout donner pour le club et ça c'est bien. Et en fait, on a à l'heure actuelle l'équipe moyenne. Alors, on est en nom propre sur toutes les catégories déjà. Ouais. D'accord ? On a une école de rugby avec 120 gamins. Ouais. On a des moins de 16 qui sont au niveau national, qui jouent en demi-finale contre Vincennes le week-end prochain à Romorantin. D'accord. Donc, être déjà en national, c'était quelque chose. Et en plus, ils font une demi-finale. On a deux équipes juniors. On n'était pas dans l'obligation de le faire, mais on l'a fait pour la formation. On a une équipe junior qui est en R2 qui joue la finale contre Mont-et-Vallée à Roanne samedi. On a l'équipe R1 qui joue la demi-finale du championnat territorial contre Arpajon. D'accord. Et on a l'équipe B qui joue la demi-finale du championnat de France contre Corbière-15, qui est la banlieue de Narbonne, avec beaucoup d'anciens joueurs de Narbonne. Et l'équipe première qui se maintient en Fédéral 3, alors qu'on avait eu pas mal de problèmes sur l'intersaison. Ouais. Et je trouve que voilà, c'est un club qui est sain, c'est un club qui veut miser sur la formation, qui veut faire monter les jeunes. Moi, je suis très content d'être dans cette aventure, avec un président qui nous suit plein pot, c'est Lilian Carias, un ancien joueur de l'équipe première de l'ASM. Très bon joueur, Lilian Carias. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc derrière, on a des entraîneurs qui se donnent, des éducateurs qui se donnent, des gamins qui se donnent, et c'est génial. Bon, super. Max ? Ton parcours dans le rugby, Fred, avant d'arriver à Aubière, est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? Alors moi, j'ai été joueur et entraîneur 20 ans au club de Rion, au RC Rion, parce que je suis de Volvicois, donc je suis d'une famille qui n'est pas du tout rugby, à part mon cousin Germain Hervé Marion, qui a joué en première à l'ASM dans les années 90-91. Donc lui, c'était un peu mon modèle, donc j'ai basculé dans le rugby. Nous, on était de la gym. Donc quand j'ai choisi le rugby, ça a été... je choisissais un sport de voyou, donc c'était un peu compliqué pour la famille. Et donc je suis parti au rugby à Rion. Et du rugby à Rion, donc j'ai joué. J'ai entraîné relativement jeune, parce que je me suis blessé jeune. C'est une grosse blessure, hein, je crois, de mémoire. Ouais, les genoux. Enfin voilà, c'est une fragilité qui fait que de toute façon, voilà, à un moment donné, après, jouer à un certain niveau fait qu'il faut que le corps suive, il faut que la tête suive, il faut que toutes les capacités. Ben, je les avais pas. Donc, quel poste ? Talonneur au 3e ligne. Je jouais 3e ligne en club et talonneur en sélection. Et après, voilà, après j'ai entraîné donc alors ce qui est rigolo, c'est que l'ASM m'avait contacté plusieurs fois pour venir les rejoindre. J'avais refusé parce que d'abord on avait une super équipe, on gagnait l'ASM, donc j'en voyais pas l'intérêt. Et après ils sont venus me solliciter pour entraîner. J'ai commencé par entraîner les cadets d'Orion. On fait une finale en 96 de championnat de France. Suite à ça, après je me suis occupé des juniors. J'ai monté l'équipe Bélasquin, donc les Réchelles B de l'époque à Rion. Et puis là, donc l'ASM après est venu me demander de venir comme entraîneur. J'ai refusé parce que à l'époque ça avait été compliqué. On avait un président qui était d'Orion qui avait été en prison et pour malversation. C'est vrai. Ouais, voilà. La prison n'était pas loin, c'est l'avantage. Ouais, voilà, c'était ça. C'était surtout la maison d'arrêt qui n'était pas loin non plus. Et donc, mais qui a tout donné pour le club et qui a tellement donné pour ce club-là qu'il en a coulé sa boîte et que derrière, du coup, il y a eu, voilà, il l'a payé cher. Ouais. Et après, donc, du coup, on m'a demandé si c'était possible d'entraîner l'équipe première d'Orion. Alors, c'était drôle parce que je l'ai entraîné super jeune et j'ai entraîné des joueurs avec qui j'avais joué, quoi. Okay. Et des joueurs voilà, donc c'était rigolo. Et des joueurs contre qui j'avais joué. Voilà. Et puis après, là, par contre, l'année d'après, j'ai accepté d'aller à l'ASM. Et après, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, de 23 ans à l'ASM, de faire que ça, parce qu'avant, j'avais un autre boulot à côté. De faire donc c'est quoi, t'as fait ça au début des années 2000, l'ASM ? Ouais, c'est ça, 2001.
Et j'étais salarié t'es payé pour faire ta passion, quoi. C'est incroyable. C'est ça, Alors c'est les autres qui le payent, hein, parce que tu comptes pas les heures, tu fais pas attention. tout à fait. Donc c'est la famille et tout ça qui paye beaucoup, parce que j'ai écouté Étienne Falgoux là tout à l'heure, que j'ai entraîné d'ailleurs, et ça me fait drôle qu'il arrête. Et, Ils ont fait un bel hommage quand même hier soir. ouais. Je l'ai écouté ils ont fait un truc sur ASM, là, sur Facebook. Bah, c'est ce qui a été diffusé au stade dimanche soir. D'accord. De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie de Fred Siovo, le directeur sportif du QC Aubière Rugby, de Florian Begon et de Maxime Secalo, qui va nous chanter l'hymne du PSG après, il nous l'a promis, hein, donc on fera ça en dernière partie. Mais je veux quand même l'écouter chanter ça, quoi. Ça me ferait tellement plaisir. On est amis tous les deux, Maxime, j'espère que tu vas le faire pour moi. Et puis je remercie aussi Laurent Courtalia, qui est sur ma gauche, le directeur technique, the boss of technique. Sans lui, rien ne serait possible. Il revient de Paris, j'ai un petit soupçon quand même, il a dû aller manger des petits fours à l'Elysée. En plus, il a un dimanche. t-shirt champion, je soupçonne Nasser lui refaire le t-shirt quand même. Ah, il doit aimer le Paris Saint-Germain quand même. Hein. Je pense. Allez Max, on repart sur ce qu'on disait avant la Ouais, pause. avec Fred, on discutait avant la pause de son parcours et donc on s'était arrêté sur Étienne Falgoux, qui lui arrête sa carrière également. Alors c'est quelqu'un de marquant déjà dans la carrière, parce qu'il avait le choix à un moment donné entre partir en sport-études ski ou rugby, et en discutant avec sa maman, il a fait le choix de rester dans le rugby. Et parce que la famille Falgoux, bien présente à Superbès, hein, Bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas toute l'histoire. Mais... Bien sûr. Et puis il faisait du ski à très bon niveau, et d'ailleurs c'était intéressant parce que il n'avait pas forcément un gros gabarit, mais c'était un garçon, quand on travaillait la mêlée, vu qu'il avait des aptitudes à travailler sur le bas du corps en le dissociant du haut du corps, il arrivait à progresser très facilement. Et moi, il fait partie des piliers que j'ai eu la chance d'entraîner, qui m'a marqué, qui m'a marqué par son sérieux. Et donc, dans son interview, il disait qu'il avait raté les baptêmes, il avait raté les mariages, il avait raté tout ça. Bon, ben voilà, quand on fait ce genre de métier, c'est ça, et souvent, c'est le reste de la famille qui paye, quoi. Ouais. Voilà. Et après, après ça, ben voilà, je suis arrivé au CUC, et je suis très content d'être au CUC, Super. Allez, le j'aurais voulu finir ma carrière à l'ASM, ça s'est pas fait comme ça, mais voilà, je suis content. Et jusqu'à quand au CUC, jusqu'à quand tu ne pourras pas assister au baptême Les baptêmes de tes futurs? Très sincèrement, malheureusement, vu mon âge, c'est plutôt les enterrements que je rate en ce moment. Mais c'est vrai que c'est moins joyeux, Mais bon, c'est la vie, c'est la vie. C'est hein. ça. Exactement. Florian. Moi, j'ai une question pour toi. Donc, pour toi, quelles sont les plus grandes qualités d'une équipe performante maintenant, aujourd'hui? En fait, le problème de ça, et sur lesquels sont confrontés toujours les entraîneurs, je crois, c'est les changements de règles qui sont courantes et qui fait qu'en fait, quand tu construis une équipe et que tu fais signer des contrats des joueurs, tu pars sur un certain principe. Alors, je pense que nous, avec des joueurs amateurs, on est obligé d'adapter notre projet de jeu par rapport à nos joueurs. Chez les pros, ils peuvent faire un peu les deux. C'est-à-dire que quand tu as beaucoup de moyens, tu prends des joueurs qui vont s'adapter à ton projet de jeu. Le problème, c'est que les règles changent. Je vais dire de façon toute simple, le 50-22 a changé des choses. Ouais, c'est vrai. Voilà. À l'époque où les mêlées, tu étais juste derrière les pieds du 8 et qu'après tu as eu 5 mètres d'écart, eh ben, tu es différent. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas attaquer la mêlée comme tu attaquais les touches. Donc il vaut mieux que tu descendes, qu'ils soient gaillards pour entrer dedans, parce qu'ils sont déjà en place en défense et qu'ils ont du temps. Et qu'il faut gagner de l'espace. Alors qu'avant, il fallait gagner il faut gagner. Ça me fait penser à Tuchova, ça un peu hier. Tu vois. Voilà, il faut gagner de l'avancée, alors qu'avant, il fallait gagner de l'espace et essayer d'être un peu plus. Donc c'est compliqué, mais. C'est plus le même sport, honnêtement. Ça a beaucoup changé. C'est plus tout à fait pareil, non. Non, c'est plus tout à fait pareil. Très sincèrement, entre nous. Ouais. Alors, il ne faut pas être passéiste, hein, parce que le professionnalisme fait du bien, et le rugby est devenu quelque chose qui attire du monde. Enfin, je sais pas, moi je vois le rugby féminin, par exemple, c'est incroyable. Le monde que ça attire, et comme ça devient intéressant. Mais le rugby féminin, quand on voit un match de rugby féminin, ça ressemble un peu en mieux à ce qu'on vivait il y a quelques années dans le rugby. Mais, enfin, je sais pas, moi, il y a 20 ans, il y a 30 ans, tu allais voir un match de rugby, tu savais où étaient les avants, tu savais où étaient les arrières, et tu savais ceux qui jouent en première ligne ou pas. C'est vrai ce que tu dis. À l'heure actuelle, tu regardes un pilier, tu ne sais pas si c'est un troisième ligne ou un centre. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Mais donc, c'est vrai. Si tu ne regardes pas le numéro dans le derrière. Donc, en fait, c'est compliqué. Il faut que. Déjà, il faut que tu aies des joueurs qui adhèrent à ce que tu veux faire sur ton projet de jeu. Il faut que tu aies des joueurs qui soient en capacité de. Même si. Il y a des choses qui ont changé. C'est-à-dire que beaucoup viennent au boulot. C'est-à-dire que tu n'es plus comme avant où tu étais dans la fraternité et l'amitié. Les mecs viennent au boulot. Comme toi, tu viens au boulot. Tu n'es pas forcément t'entendre avec tout le monde. C'est ça. Mais tu viens faire ton taf.
Mais je crois qu'à un moment donné, dans les moments durs, il faut que tu sois capable de surpasser tout ça et de te dire, je vais chercher quelque chose plus loin pour mes partenaires et ainsi de suite. Quel est le joueur qui t'a... Quels sont les joueurs, enfin, parce qu'il n'y en a pas qu'un, j'imagine, quels sont les joueurs que tu as entraînés, notamment au centre de formation de l'ASM, qui t'ont le plus marqué par leur discipline ou par leur puissance, leur technique rugbystique? Parce que, bon, on dit souvent que des fois, il y a des jeunes qui puent le rugby. Je sais pas, Julien Bardi, peut-être, Wesley Fofana, enfin, des gens comme ça, quoi. Alors, Julien Bardi, moi, pour moi, c'est celui qui m'a le plus impressionné. D'accord. En fait, au début, personne ne croyait en lui. C'est juste que c'était un gars qui était complètement détaché de ça. Lui disait, moi, quand on lui avait proposé de rentrer au centre de formation, il avait dit, moi, si je rentre au centre de formation, je m'en fous, j'ai un métier. Donc, il allait faire le maçon. Nous, il ne ratait jamais un entraînement. Des fois, il arrivait, je me rappelle une fois, il avait été à Aubert et Duval, il avait cassé les cheminées, il était noir. Il s'était entraîné comme ça. C'était en fait, pour moi, c'était un tueur. C'est un mec, l'adversité lui faisait pas peur, il allait toujours plus loin. Il était toujours plus fort. Ouais, il était solide. Et puis un gars sur qui tu peux compter. Voilà. Moi, ça m'arrive, on s'appelle de temps en temps. Bon, concrètement, j'ai une de mes filles qui est partie faire ses études à Montpellier. Au dernier moment, je me suis trouvé sans appartement. Je lui passe un coup de fil. Il m'a dit, je te trouve un appartement. Il me dit, t'es où? Je dis, là, je suis en vacances à Sainte-Marie de la Mer. Mercredi, viens en visiteur. Je suis arrivé, il y avait plein de monde. Je dis au gars, je sais quand la réponse. Il me dit, vous êtes un ami de Julien Bardi, c'est pour vous. Et en fait, c'est des mecs qui ont des vraies valeurs. C'est ça, ouais, c'est ça. Et donc, lui, il m'a impressionné par tout ça, c'est-à-dire les valeurs qu'il donnait au rugby, l'abnégation et tout ça. C'était incroyable, parce qu'il allait vite, il plaquait fort, mais la passe, c'était pas son fort. Moi, je l'ai vu jouer. En espoir, j'ai vu jouer en espoir. Pour moi, il y en a peu des mecs très comme costaud. ça, mais c'était un gars qui pouvait t'enchaîner 5-6 plaquages. Mais limite, il restait par terre, quoi. Ça découpait, mais à tour de bras. Est-ce qu'il en existe toujours des joueurs comme ça qui ont des valeurs aujourd'hui? Oui. À ton avis? Oui. J'ai eu la chance d'entraîner Baptiste Véchambre, c'est tout à fait ça. Léo Michaud, c'est pareil. Ouais. C'est vraiment des gars qui... Ils vont percer tous les deux, là? Je sais pas ce qu'il ferait qu'ils ne perceraient pas, quoi. Ouais. Voilà. Mais après, c'est comme tout, on n'est pas à l'abri de... Qu'est-ce qu'il peut faire qu'il ne perce pas, à ton avis? La blessure. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, c'est le facteur numéro 1 qui peut niquer une carrière. La blessure, parce que sinon, je ne vois pas. Ils sont vraiment programmés pour faire du très haut niveau. Mais sinon, je ne vois pas. Et après, dans les joueurs qui m'ont impressionné, Arthur Ituria. Ah ouais? Nous, Arthur Ituria, il est venu faire un test à l'ASM, il était minime, hein, parce qu'il est de Morlas, en fait. Tout le monde l'a associé à Bayonne. Ouais. En fait, Bayonne, il a joué que quand il est revenu et quand il était au pôle à Bayonne. Sinon, il était de Morlas. Et en fait, c'est un gars très important à Histoire, un éducateur d'Histoire, Gilles Petit, qui travaille avec le père d'Arthur, qui est venu nous l'amener. Et nous, en fait, il était déjà champion de pelote basque. Hein. Donc nous, on lui a appris à sauter en touche. L'autre, il prenait tous les ballons and il faisait des trucs incroyables. Thomas Combezou m'a énormément impressionné. Il était bon, Thomas Combezou. Thomas Combezou m'a énormément impressionné. Qui a été champion de France avec Castres, lui. Ouais, tout à fait. Après, Thomas Domingo. Thomas Domingo, c'était impressionnant. Il était au sol, il était déjà debout. Enfin, qui va revenir au pays. Qui va arrêter. Qui arrête moi, je l'ai vu dans un resto. Il est costaud, Thomas Domingo. Il paraît pas comme ça, mais il est costaud. Il fait partie des Galactiques qui ont ramené le bout de bois. Hein. Ouais. Il avait horreur de son surnom, par contre. La Vachette, il n'aimait pas ça. Hein. Quand ses coéquipiers l'appelaient La Vachette, il avait horreur de ça. Il l'avait dit dans la montagne. Faut qu'ils arrêtent avec ça. Tu sais qu'il y en a pas mal, hein, juste sur les surnoms, mais tu vois, on avait reçu Rémi Cavagna, un cycliste, qui est surnommé le TGV de Clermont, et il nous l'a dit pareil. Les surnoms, des fois, ça arrive un peu comme ça. Et après, par contre, ça te suit tout le long de ta carrière, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, malheureusement, ça te suit. Hein. Oui, mais regarde, celui de Tienne Falgou, par exemple, on parlait de lui tout à l'heure, parce que lui, je te dis, il m'a impressionné aussi. C'était Daru, ça a toujours été Daru, et maintenant c'est Bessard. Ouais. C'est marrant, hein. Ah ouais. Max ? Ouais, je voulais que tu nous parles un peu de ton rôle de directeur sportif, parce que forcément, dans les hautes sphères du rugby, on sait que c'est vraiment des postes qui sont très segmentés, etc. Est-ce que, donc, toi, forcément, vu ta connaissance aussi du terrain, j'imagine que tu es un peu aussi l'homme à tout faire au CUC. Ouais, alors c'était très compliqué, vraiment, cette année. C'est qu'en fait, vu qu'il y avait eu beaucoup de départs entre les entraîneurs et les joueurs, en fait, je me suis retrouvé à avoir les deux tâches. Le problème, c'est que la plupart des équipes s'entraînent en même temps que les seniors. Donc en fait, j'avais les deux tâches, mais pas forcément. Et donc ça me déplaisait parce que j'aime pas faire les choses à moitié. Donc j'avais demandé une entrevue avec le président et le trésorier. Et je leur ai demandé, voilà, moi ça me va bien, mais j'aime pas ce que je fais parce que je le fais à moitié.
Donc c'est où on passe vraiment sur un poste de directeur sportif un peu plus présent sur ce poste-là, ou alors entraîneur des seniors, mais qu'entraîneur des seniors. Et soit de la stratégie, soit de l'opérationnel, quoi, un peu plus. Ouais, mais même malgré tout, il y aura de l'opérationnel, parce que en fait, du coup, le club m'a proposé donc de plutôt basculer directeur sportif. Donc je vais être garant de ce qui va se mettre en place sportivement, de la formation des plus jeunes jusqu'aux plus vieux, malgré que j'ai un collègue qui s'appelle Baptiste Bello, qui fait un boulot de dingue avec l'école de rugby, et lui, il est entraîneur des cadets. Et voilà. Et donc, du coup, par rapport à ce boulot-là, moi, maintenant, je vais être plus présent sur les cadets, les juniors. C'est-à-dire que j'ai recruté un entraîneur pour être à ma place, et moi, je vais être présent avec les jeunes. De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie de l'excellent Fred Siovo, de Maxime Secalo et de Florian Begon, qui gardent le sourire. Hein. Bon, enfin bref, il y a pire dans la vie, mais bon, tu vas acheter un maillot du PSG avec 2 étoiles ou pas ? Écoute, franchement, Florian, elle m'a dit peut-être, mais pour toi être très objectif, c'est très joli, mais je vais attendre que la deuxième soit sur un maillot bleu et blanc, Fabrice. Oh là là, ben ça sera en 2070, non ? Ouais, mais je suis jeune encore, Fabrice. Bonne réponse. Bon, Florian, tu voulais nous poser une petite question à Fred. Ouais, parce que tout à l'heure, tu parlais du rugby féminin. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses et au niveau du développement également. Ah, alors, moi... concrètement, dans les années... Voilà, il y a longtemps, quand je me suis blessé, dans la fin des années 80, il y a des filles qui étaient venues me voir pour que je vienne les aider à Romagna. C'était dans les débuts de Romagna et tout. J'avais été les aider. Bon, alors, j'étais nul, hein, je m'étais complètement planté. En plus, j'étais jeune et il y avait plein de trucs que je ne comprenais pas sur le rugby féminin. À l'ASM, j'ai eu la chance de travailler avec les filles de Romagna sur la mêlée, la posture de la mêlée. Là, j'ai compris un peu plus. Et en fait, il y a un entraîneur de Romagna, de l'ASM Romagna, qui m'a dit, en fait, avec les garçons, on gère des égos, et avec les filles, on gère des susceptibilités. Et vu que c'est pas la même chose, du coup, il ne faut pas se planter. Et nous, on a été sollicités, et à partir de la saison prochaine, on a une section féminine qui va se monter au CUC-Aubière, et on aura du coup des filles au CUC-Aubière qui s'entraîneront le mardi et le jeudi au stade à Aubière, et qu'on va suivre. Là, pour l'instant, on attend de voir le nombre de filles. On en a pas mal. On attend de voir encore toutes celles qui vont venir pour savoir où on les engage et à combien on les engage. Parce que vu que c'est en plein développement, on peut les engager sur du jeu à 10, sur du jeu à 12 ou sur du jeu à 15. Et donc, nous, on aimerait le faire à 15, donc on va voir. Et de quel âge à quel âge, hein, par exemple, si elle nous écoute là aujourd'hui ? C'est des seniors, là. D'accord. Des adultes. Et on espère que ça fasse un appel d'air pour faire venir des jeunes. On a essayé sur les filles, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Et puis, du coup, sur les petites, sur l'école de rugby, c'est compliqué. Et donc, du coup, on aimerait déjà, avec les filles, et puis on a des filles super dynamiques. On a fait une réunion, là, dernièrement, avec le président. Quand tu fais des réunions, souvent, c'est toujours... Mais on va pas y arriver, mais si, mais ça. Avec les filles, c'était un bonheur. On est ressorti reboosté. Tu leur disais, ben voilà, on a besoin de ça. Pas de problème, on va s'en occuper, on va gérer, on va faire des... C'était génial. Et donc, en fait, la jeune fille qui a lancé ça au départ, c'est Eline Debiton. D'accord. La fille de l'ancien président du CUC Aubière Rugby et qui est maintenant le président du Grand CUC. D'accord. Et qui est maître de conf à la fac. D'accord. Et donc, c'est elle qui est un peu le moteur de tout ça. Et c'est génial. C'est parti et on espère que ça va avancer. Et on essaie on veut faire bouger le club. Là, on va essayer d'aller faire dans les quartiers. Donc, on s'est déjà lancé, fait des réunions pour faire du rugby dans les quartiers. On a été sollicité pour faire du rugby adapté avec les handicapés mentaux. Donc, voilà. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas faire, mais moi, j'ai envie d'apprendre. Et donc, du coup, on s'est rapproché de Priscilla Lahaye, qui est elle, spécialiste de ça. Donc, elle a dit, je vais venir vous aider. Que je connais bien, ouais. Ouais, voilà. Et Priscilla, elle me dit, ouais, Fred, pas de problème, je viens t'aider. Et on veut vraiment ça. C'est-à-dire qu'on veut que le club, ça dépasse, quoi. Ça soit une vraie famille, qu'il y ait des filles, Enfin, il y ait plein de monde, que ça soit... On invitera Priscilla parce qu'elle est super intéressante. Une question, parce que moi, je suis un peu mauvaise langue, alors je ne peux pas m'en empêcher. Est-ce qu'il y a autant de retard que ça, l'équipe de France de rugby féminin, par rapport à l'Angleterre ? Parce qu'elles sont toutes pros, les Anglaises, et il paraît, alors, je sais pas, hein, c'est le Middle qui le dit, c'est pas moi, hein, mais il paraît qu'on a un voire 2 wagons de retard sur le rugby anglais côté filles. Ah, ça fait des années que les filles... Moi, j'ai eu la chance... à l'époque, quand j'étais à l'ASM, on avait un partenariat avec Leicester. Donc, on allait souvent à Leicester. Ouais. Et les filles, c'était déjà pro, quoi. Ouais. C'était déjà pro, donc avec des salaires qui fait qu'elles n'ont pas besoin d'aller faire autre chose à côté. C'est ça. Avec des entraînements supplémentaires,
préparateur mental, enfin ainsi de suite. Que nous, ça se met en place, hein, vraiment, ça avance. Ouais. Il y a vraiment plein de choses qui se mettent en place, mais forcément, quand tu as du retard, t'avances. Mais c'est... Tout de suite, c'est... Enfin, il faut voir les moyens qui vont être donnés à ça. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est qu'une question de moyens qui manque là, parce qu'on a des joueuses, on a des entraîneurs qui tiennent la route, donc voilà. Allez, on va passer au... Merci Fred pour cette analyse. On va passer au ballon rond. Et là, je suis obligé quand même de citer le Paris Saint-Germain. Je suis désolé, Florian et Maxime, mais bon, ils sont encore... Alors, il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais ils ont gagné au tir au but. » Ouais, mais enfin, Arsenal n'a pas joué. 2 lignes de 5 devant le but à 20-25 mètres, et puis on joue pas. Donc, voilà, ça s'est retourné un peu contre eux, quoi. Donc, alors moi, ce qui m'inquiète, j'ai beaucoup de respect pour vous, mes 2 chroniqueurs, mais je pense que la 3e étoile, elle est pas loin, moi. Ouais, bien Qui sûr. peut les arrêter l'année prochaine ? Personne s'en va ? Franchement, pas grand monde. Quand tu vois en plus le collectif, tout est très bien huilé. Il y a un beau turnover avec toutes les équipes. On voit même au poste de gardien, qui est un poste clé dans le football, Matvei Safonov, qui était quand même pas arrivé normalement pour être le gardien numéro 1, etc. Chevalier s'est blessé, il a pris la place de numéro 1, il a fait une saison de Ligue des Champions magistrale, franchement. Donc non, ils ont un collectif qui est bien huilé. Et puis honnêtement, quand tu vois les prestations qu'ils ont faites, il n'y a aucune équipe qui est meilleure qu'eux aujourd'hui. Ben, c'est sûr, et puis ce qu'il y a, c'est que Dembélé va certainement encore avoir le ballon d'or, et il suffit qu'on soit champion du monde. En tout cas, le foot français est aujourd'hui, pour moi, à la première place dans le monde. Au classement FIFA, l'équipe de France est première. Ouais, mais ça donne pas un titre, cher ami. Ça donne pas un titre, mais ça montre quand même Attention à l'Argentine, à le l'Angleterre, à foot l'Allemagne. français se porte très bien. Oui. Et on n'a jamais vu une année avec un club français qui gagne la Ligue des Champions. Je fais attention parce que Maxime, il est très... Et la France très qui sort France, il est premier très France. au classement FIFA. Donc écoute, normalement, si tout se passe bien, la France accroche sa 3e étoile cet été. Et puis le PSG accrochera la 3e étoile en mai prochain. Bon, ok, donc c'est enregistré. Ouais, bien sûr, non mais faut être honnête, Fabrice. Ouais, non, mais c'est solide. Quand tu vois l'état de... Alors oui, t'as le Real Madrid qui peut toujours se réveiller. Non, ils n'ont pas d'attaquant, le Real Madrid ? Oui, mais bon, des grandes maisons comme ça, Fabrice, attention. Faut toujours Le faire Bayern, attention. moi je parierais plus sur le Bayern. Le Bayern, mais même Manchester City, ils feront pas une autre saison comme ça, parce qu'ils ont quand même une sacrée équipe. Ouais, c'est vrai, mais Guardiola s'en va, donc ça va tout changer. Ouais, c'est ça. Mais pour revenir sur ce sacre, puis le Paris Saint-Germain, ils sont... 30 secondes, s'il te plaît. Ah ouais, bien sûr, ils sont carrés dans tout ce qu'ils font. Moi, tu sais, Fabrice, la communication m'est chère. Ouais. Et voilà, ils font une super production. Là, ils sont bons partout, c'est sûr. Ils sont bons partout. Quand tu vois ce beau tapis rouge et bleu de l'école militaire qui traverse tout le champ de Mars, tu peux que être admiratif de ce club qui, sur le plan sportif, sur le plan de la communication, sport business, est juste parfait. Bon, super, ça va, t'as pas perdu ton esprit sportif. Ah non, Fabrice, tu sais bien. Non, mais ça c'est vrai, c'est une qualité que je suis quelqu'un d'honnête. Florian, est-ce qu'on peut avoir une pensée pour Kylian Mbappé, qui a quitté le Paris Saint-Germain il y a 2 ans, en disant « Je pars au Real Madrid pour gagner la Ligue des Champions, parce qu'avec le PSG, j'y arriverai pas. » Et puis il est parti, et le PSG vient de gagner 2 Ligues des Champions de suite. Est-ce qu'on peut avoir une pensée pour lui ? Parce que, alors moi, je l'aime pas vraiment, mais je suis pas le centre de l'univers sportif, heureusement pour lui. Qu'est-ce que tu en penses ? Il doit pas être très très bien en ce moment. Je pense que lui aussi doit avoir des mouchoirs. Ouais. Mais après, moi, c'est surtout que je me dis, ça prouve que le club du PSG n'a pas tenu qu'un seul joueur, en fait. C'est ça. Ça a montré que c'est une équipe, c'est pas un joueur qui va faire une équipe. Donc on l'a monté en puissance pendant toutes ces années. Donc très bien pour lui, il a fait des très bons scores et c'est un bon joueur. Ça, il n'y a aucun problème pour ça. Mais au moins, le PSG, il a prouvé que, avec sa sortie, ils ont réussi à avoir 2 étoiles. Donc, c'est un gros collectif. Franchement, c'est très très bien pour eux. Mbappé, on verra s'il revient un jour. Peut-être. Oui. ça va être compliqué, je pense, par contre. Alors moi, j'ai un petit mot, parce que je sais qu'il y a beaucoup de supporters de Saint-Etienne qui nous écoutent, qui m'écoutent, parce que bon, moi qui ont aussi des mouchoirs, Fabrice. J'ai un peu le cœur vert, mais quand je vois cette prestation à Nice, moi, j'éteins la télé, je zappe. Mais sincèrement, le plus gros budget de Ligue 2. Et quand il n'y a pas de cohérence dans un collectif, quand il n'y a rien, quand ton copain ne veut pas se battre pour toi, ça fait que tu restes en Ligue 2. Donc pas chercher d'excuses. Après, tu es très heureux, Fabrice, parce que tu auras encore un Clermont Foot à SSE au Montpied la saison prochaine. Exactement. Mais ce que j'ai peur, c'est que le nouvel acquéreur du Clermont Foot
fasse venir Luis Enrique, quoi. Donc, parce qu'a priori, il a l'air d'avoir beaucoup d'argent. Je pense qu'Enrique est pas prêt de quitter la capitale, Fabrice. Non, ça c'est sûr. Mais bon, on fait un petit coucou à Yannick Flavien quand même, qui a fait du bon boulot cette année. Tout à fait. Et le président Schaeffer, il va passer la main. Donc moi, je pense que c'est pas plus mal pour Clermont Foot 63. Parce que 2 saisons difficiles en Ligue 2. Et puis, la ville de Clermont et toute le Puy-de-Dôme méritent 2 clubs, à la fois l'ASM et le Clermont Foot, pour moi, dans l'élite. Et d'avoir ces 2 stades et ces deux sports qui doivent vibrer au plus haut niveau. Alors, tu me tends la perche parce qu'après la pause musicale, on va parler de l'ASM Clermont-Auvergne et puis je laisserai la parole à Fred qui veut nous dire... Vas-y Fred. Moi je suis attaché à la formation et j'ai eu la chance de fréquenter pendant plusieurs années les formateurs du Clermont Foot, du coup, puisqu'on avait un centre de formation partagé. Enfin, demi-finale U17. Finale U19 quand même. Ouais, on va en parler. Et ça bosse, ça forme. C'est sérieux. Ouais, c'est beau. Ça rigole pas, quoi. C'est beau. De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie de Fred Ciovo, de Florian Begon et de Maxime Sécalo. Donc le Clermont Foot 63, l'équipe 1, cette année, ça n'a pas été terrible. Mais par contre, les jeunes, là, les U19, ils sont en finale du championnat de France. Ils ont battu Monaco, un des meilleurs centres de formation du football français, 4-2. Donc ça c'est beau, et puis les U17 qui perdent 2-1 contre Angers, bon voilà, c'est pas non plus... Alors bien sûr, une défaite en demi-finale ça fait mal, mais bon voilà... Ils avaient battu Marseille au tour précédent. Ouais, mais enfin Marseille, bon, cette année, ça c'était dans tout... Ça reste un bon centre de formation quand même. C'est dans toutes les catégories. Fred, il me semble que tu connais bien Sébastien Mazera, c'est ça ? Oui, je connais très bien Sébastien Mazera. C'est quelqu'un qui est très attaché à la formation. Et j'ai eu la chance de le côtoyer avec Johan qui entraîne les U19 et tout ça qui était donc puisqu'on avait le centre de formation partagé. Conjoint, ouais. Ouais. C'est une idée de Claude Michi, ça, non ? Ou rien à voir ? Ouais, c'est une idée un peu de l'ASM et de... D'accord. En fait... Le lancement de ça, c'était qu'il fallait que le Clermont Foot, pour pouvoir labelliser leur centre de formation, il fallait des exigences. D'accord. Et sur ces exigences-là, c'était compliqué pour le faire. Donc, ils se sont associés avec nous. Nous, à l'époque, le centre de formation s'entraînait à la Gautière. C'était compliqué avec tous les autres sports, vu qu'on a un club omnisport. Et du coup, il a été décidé qu'on bascule là-bas. Et moi, au début, je suis pas un grand fan de foot, donc j'étais pas... Je me suis dit, ça va être bizarre. Et en fait, on se rend compte que les gamins sont très pros dans leur approche pour s'entraîner. Les entraîneurs sont très pros. Et en fait, ils nous ont appris beaucoup de choses. Je crois qu'on a beaucoup plus appris d'eux que nous, on leur a appris des choses. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Déjà, ça faisait des années qu'ils géraient avec des agents. Le fait de gérer les agents, tout ça. Et voilà. Et Seb est très attaché à la formation, donc j'espère que c'est lui qui va rester. Je ne sais pas encore, parce que je dois aller manger avec lui bientôt. On verra. Mais j'espère que c'est lui qui va rester, parce qu'il va intégrer des jeunes dans l'équipe 1 et c'est cool. Bon, super. On passe au Giro. Donc tu m'as dit, quand on était hors antenne, 10 secondes sur le Giro et 15 sur le tennis, c'est ça ? Ouais, écoute, déjà, j'aimerais te dire que le prénom Paul est à la mode, parce qu'on avait Paul Sexas. Et on a Paul Magnier. On a maintenant Paul Magnier, qui est... un des meilleurs sprinteurs actuels. Fini 11e hier quand même. Bien sûr, mais c'est un très bon sprinter, je plaisante. Il finit avec le maillot cyclamen, qui est le maillot du meilleur sprinter du Giro. Et puis Vingegaard fera moins le Mariole quand même au Tour de France, parce que là, il gagne le Giro, il n'y a pas d'adversaire. C'est déjà le seul grand tour qui lui manquait. Donc je pense que déjà pour son armoire personnelle, c'est bien. Et je pense qu'il va arriver avec de bons arguments pour le Tour. Après, c'est toujours compliqué d'enchaîner Giro et Tour de France. Ouais, puis Pogacar, il est intouchable. Oui, et puis là, Pogacar, il s'est reposé pendant le Giro. Donc, mais c'est Paul Sexas qui va gagner le Tour de France cette année. Ok, Fabrice. Alors, je crois que Fabrice n'est pas très bon en pronostic. Non, pas trop, non, très mauvais. Il avait annoncé une finale de top 14, La Rochelle-Clermont. Je ne suis pas sûr que ça soit le cas. Mais... Non, c'est fini ça, c'est fini. Il faudrait un miracle. Mais donc voilà, donc le Giro est passé. Maintenant, place à la grande boucle cet été, on a hâte. Bon, et puis la petite balle jaune, il n'y a plus de Français déjà. Deuxième semaine, Roland Garros. Il y avait une Française donc hier en début. Didier Retière qui est DTN. Bon, ça n'a pas changé grand-chose. Mais on avait Diane Paris qui était en deuxième semaine. Qu'est-ce que tu dis, Fred ? J'ai vu qu'il a fait du bon boulot avec l'ASM. C'est ça. Mais Diane Paris qui était en deuxième semaine lundi et qui a perdu pour le coup. Ouais. Et on a la belle promesse du tennis français, Fabrice Moïse Kouamé, peut-être ?
qui perd au 3e tour. Hein. Effectivement, c'est une belle promesse. Son premier tournoi du Grand Chelem à 17 ans. Je l'ai regardé jouer, ça tape, ça cogne. C'est quand même sympa. Et donc là, du coup, on a une fin de tableau qui est très ouverte avec Djokovic et Sinner qui étaient les ultimes favoris qui ont perdu. Donc, tu disais un Roland Garros promis à Zverev ou Auger-Aliassime. Bon, ok, super. Et Félix, un petit coucou. Je sais pas s'il va nous écouter, Félix Auger-Aliassime. Mais je l'ai connu sur la Côte d'Azur et c'est un mec qui est vraiment super sympa. Florian, tu voulais nous parler aussi en 2030, là, qu'est-ce qui va se passer pour les Jeux Olympiques d'hiver ? Parce que déjà que ça délire un peu avec Edgar Gros-Piron et compagnie, là. Ah mais là ça délire complet pour le patinage du coup parce que on est un peu viré dans tous les sens. C'est le hockey qui sera au village olympique et le patinage autre, couple et solo. On parlait de Nice, dernière nouvelle, et là ça vient de tomber. Pour le moment c'est Lyon. Donc on attend la prochaine étape, savoir vraiment. Mais ils veulent pas nous construire une nouvelle patinoire, donc bon, on attend. Mais peut-être qu'ils vont construire un téléphérique entre les Alpes et Lyon pour y aller plus rapidement. Mais ça, ce serait très français, tu vois. On construit pas une nouvelle patinoire, par contre on fait un téléphérique entre Nice et Lyon, ça m'étonnerait pas du tout, ça. C'est ça, mais c'est parce que c'est pour le moment, pour l'écologie, les choses comme ça, parce que bon, on entend beaucoup pour les patinoires qu'il y a des problèmes à ce niveau-là. Et Nice ne veut pas, de toute manière, sur leur stade, faire une patinoire. Donc voilà, le foot prime encore une fois. Et puis ils ont battu la grande équipe de Saint-Etienne en barrage. Et le rugby, Et le rugby qui monte, Nice Rugby, avec Jamie Culmore qui fait partie du staff, qui a battu quand même un club historique du rugby professionnel, le Stade Montois. Tout à fait. Le club des frères Boniface, mais ça c'est encore plus vieux. J'étais pas né, donc avant que tu me fasses une réflexion, Maxime... Voilà, j'ai pas 110 ans. C'est pas mon genre, Fabrice. Non, je sais bien. Bon, et Fabrice ? On parle de la SM Clermont-Auvergne, bien sûr, et puis après on finira avec notre ami Fred. Bon, la SM, alors moi, juste 30 secondes. Il va falloir arrêter de parler dans les médias, arrêter de chercher des excuses. C'est un 8e de finale, tu dois battre le Racing et t'as un pied et demi dans le top 6, donc en phase finale, et tu prends 41-13. En prenant un 19-0 en première mi-temps, parce qu'il y avait 13-7, 26-13 pour le Racing à la mi-temps, et puis 41-13 à la fin, en sachant qu'il laisse 2 transfos et un drop sur le poteau de Gibert, donc tu prends 50 points chez toi. Fred, est-ce que ça t'est arrivé de prendre 50 points chez toi quand tu as coaché des équipes ? Et si oui, est-ce que ça t'a fait plaisir ? Non. Non, mais c'est pas le plus que j'ai pris, 50 points. Ouais. Ça fait pas plaisir à un coach, j'imagine. Pas du tout, mais je crois que... Enfin, moi, je connais encore quelques joueurs qui jouent et certains que je fréquente encore. Je crois que ça leur fait pas plaisir du tout de ce qui s'est passé. Déjà, ils n'aiment pas perdre, ça c'est sûr. Enfin, quand j'entends ils l'ont fait, comme quand Toulouse à Bordeaux, on dit ils l'ont fait exprès de perdre. Non, un sportif, il fait pas exprès de perdre. Ça vient d'où cette irrégularité là de la SM de faire des matchs extraordinaires à Toulon et à Toulouse et puis de faire une prestation comme ça là, mais zéro quoi. Ouais, alors très sincèrement, c'est compliqué. Il faudrait vivre avec le groupe pour savoir ce qui s'y passe. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des tensions internes ou pas ? Je sais pas. Parce qu'on est sans palier du tout. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui dedans arrivent à critiquer ce qui se passe ou critiquer le manager général et que ça soit entendu par des joueurs ? Je sais pas. Il y a des trucs que je sais, mais voilà, je vais dire que je sais pas. Et donc du coup, est-ce que c'est ça qui crée le problème ? Très sincèrement, je sais pas. Moi, je suis triste pour le club. Il y a certaines personnes dans ce club que je n'apprécie pas, mais le club est un grand club et c'est dommage. Notre place, c'est pas la 8e place. La SM ne doit pas figurer. Non, quand tu t'appelles Clermont, mais tu y es aujourd'hui, je suis désolé. Oui, bien sûr, Fabrice. Mais et le bouclier de Brennus, Fred nous dira ce qu'il en pense. Là, tu vas me dire et Florian aussi. Un vrai 8e de finale. Mais on ne reverra pas le bouclier de Brennus de sitôt, parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est l'écart entre le stade toulousain, l'UBB, le stade français, Pau qui monte en puissance. Toi, tu connais Daniel Bibi-Bizéou, et ils ont vraiment une équipe extraordinaire. Montpellier, c'est super costaud, mais Clermont, là-dedans, moi, j'arrive pas à mettre Clermont là-dedans. Non, c'est sûr. Sur la régularité des prestations. Après, le top 14 actuel, Fabrice, tu sais très bien que c'est un championnat où tu peux même pas laisser un week-end au repos. C'est sans cesse, pendant toutes les journées, à domicile, à l'extérieur, à les grappiller. Je me rappelle Durios qui l'a dit en milieu, au début de saison. Il faut aller chercher un point ici et un point là-bas parce que ça sera précieux. Et là, tu vois, c'est encore un truc qui va jouer à 1 point ou 2, quoi, tu vois. Mais quand tu vois l'UBB cette année, qui est encore championne d'Europe sans perdre un match depuis la phase régulière,
Et ils mettent plus de 40 points au Leinster. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Fred, de l'UBB, toi ? Et Yannick Bru, c'est pas le même style de management. Non, c'est sûr. Moi, j'aime beaucoup le jeu qu'ils pratiquent. Après, ils ont à l'heure actuelle des gens qui marchent sur l'eau, quoi. La charnière, ils marchent sur l'eau, quoi. Lucu Jalibert, ouais. Les trois quarts aussi. Ouais, ça fait longtemps que... Oui, voilà, Damien Penaud, tu vois, tu prends aux ailes... Biarré, les centres, ça... Et à l'arrière, sérieux, l'arrière, je le connaissais pas du tout, et c'est un mec extraordinaire. Ouais. Non, Rayazi. Oui, Rayazi, ouais. C'est incroyable. Et puis voilà, moi je trouve que c'est un club qui envoie du jeu, qui envoie beaucoup de jeux, qui est capable d'être fort devant et qui envoie du jeu. Ils ont tout pour y arriver, quoi. Ouais. Après Toulouse, c'est autre chose, c'est une autre. On verra les problèmes financiers, comment ça va le régler tout ça, mais ça va leur faire drôle. Mais c'est quand même autre chose. L'ASM pour ça, c'est plutôt un club qui est rigoureux, c'est-à-dire que c'est pas le plus gros budget, mais il n'y a pas de triche, quoi. Ouais. Donc je pense qu'à un moment donné... Non, mais c'est dommage quand même de voir l'ASM à ce niveau-là. Moi qui était au Michelin, Fabrice, voir le stade, le Michelin se vider à la 70e minute, franchement, j'ai rarement vu ça, voire jamais vu ça. Il y a beaucoup d'anciens qui n'ont pas dû voir ça. Hein. Ouais, et puis c'est vrai que tu as Jono qui fait ce plaquage. On a senti les joueurs qui étaient à côté de leur pompe. Ils étaient à côté le match était inversé. On aurait dû limite gagner bonifié contre le Racing pour espérer aller en phase finale. Et ça s'est inversé totalement, et donc c'est vrai que c'est triste quand même, c'est triste. Ouais, Fred, vas-y. Juste un truc, c'est aussi un problème de patience. On parlait de Daniel, que j'ai eu la chance d'entraîner aussi. C'est que, en fait, quand il est arrivé, Piccheroni, qu'il a quitté la Fédé pour arriver, il a dit, je viens avec un projet, avec un projet de formation, avec des jeunes et tout ça. Ils ont été patients, le club l'a suivi, et ça a avancé. Nous, le club, j'espère qu'il va être patient, parce qu'on a une génération de jeunes incroyable. Hein. Ouais. Ils ont été champions de France en Crabos. Là, tout de suite, ils sont en finale avec les espoirs. Ouais. Ces jeunes-là, il y en a la plupart qui ont joué déjà en top 14. On a un truc là, c'est incroyable. La dernière fois que j'ai vu ça, c'est quand il y avait la génération Ituria, Amrouni qui maintenant joue à Béziers. C'est une génération incroyable. Par contre, il faut être patient. Il faut leur laisser le temps d'arriver. Et après, juste un truc, quand on parle même de patience, c'est, rappelez-vous où était le Stade Français l'année dernière et Montpellier. Bien sûr. Regardez où ils sont cette année, quoi. Donc en fait, on est dans un... C'est étonnant. Bon, c'est terminé. C'est déjà terminé, donc n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, LinkedIn, Instagram, sur notre chaîne YouTube et bien sûr sur Spotify parce que Maxime me regarde. Oh là là, il y en a pour 30 secondes de plus, non ? Et monsieur Connor, il fallait quand même qu'on parle des Spurs qui sont qualifiés pour les finales NBA. Je te laisserai une dizaine de minutes. Non, mais s'ils sont champions... 10 secondes, c'est juste historique. 10 secondes. C'est historique que les Spurs, depuis 2014, sont de retour en finale NBA, portés par un Wembanyama qui est juste impressionnant. Il impressionne tout le monde. Il y a les audimat de la NBA n'ont jamais été aussi forts que pendant les playoffs où il y avait Michael Jordan, Fabrice. 2m25. Donc je pense que vraiment... Et les Knicks, moi c'est une équipe que j'aime beaucoup. Oui. Et les Knicks, ils ont été pour la dernière fois en finale NBA en 1999. Contre qui ? Contre les Spurs. Exactement. Et il y aura quoi qu'il arrive un champion NBA français, Fabrice. Soit Wemby, soit sinon c'est Pacom Dadier ou Mohamed Diawara qui est chez les Knicks. Donc quoi qu'il arrive, un Français sera champion NBA cette année, Fabrice. Allez, c'est terminé là-dessus. À très bientôt, amis sportifs. On se retrouve sur le Gosse FM. Au revoir. Avec un S à sport. Le Gosse FM.